Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre hebdo. Dans l'actualité cette semaine, le déplacement de Bruno Le Maire jeudi en Vendée. Après avoir visité la station multi-énergie et l'ancienne usine Michelin à La Roche-sur-Yon, le ministre de l'économie et des finances a échangé avec les acteurs économiques locaux. Une soixantaine de chefs d'entreprise ont donc fait le déplacement, des chefs d'entreprise de tous les secteurs, l'occasion d'évoquer de nombreuses questions, notamment celle de la crise sanitaire ou encore la mise en place du plan France Relance. Nous retrouvons Pierre Dalicieux qui a assisté à cette rencontre ministérielle. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est venu aujourd'hui en Vendée pour s'inspirer. Il l'avait évoqué à plusieurs reprises dans la presse avant de venir. Aujourd'hui, il l'a également réitéré devant plusieurs acteurs économiques locaux, devant de nombreux chefs d'entreprise vendéens. Il est venu s'inspirer de cette Vendée avec le quasi plein emploi. Et il l'a également souligné, c'est une situation quasiment unique en France. Je suis venu à plusieurs reprises en Vendée. C'est un territoire qui a une spécificité, il y a le plein emploi. Et le plein emploi, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avec le président de la République. On a réussi à réduire le chômage au cours des 5 dernières années. 1 million d'emplois qui ont été créés, 385 000 chômeurs en moins. Mais notre ambition, c'est dans les années qui viennent, arriver au plein emploi. Donc je suis venu voir ici en Vendée, une nouvelle fois, qu'est-ce qui faisait le succès du modèle vendéen. Le ministre l'a également rappelé, si les entreprises ont tenu bon durant cette crise sanitaire, c'est aussi grâce aux aides de l'État versées à de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, certains représentants du patronat ont un peu sonné l'alarme sur cette sortie de crise justement et cette poursuite ou non des aides suivant les secteurs d'activité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise liée au Covid, ça a été un accélérateur de phénomènes qui existaient déjà. Donc les mutations qui sont nécessaires dans le milieu de l'entreprise doivent s'accélérer. Les mutations numériques, environnementales, même sociétales, sociales. Et donc forcément, les entreprises qui avaient démarré et pris le train avant cette crise sont en avance, s'en sortent mieux et il faut rattraper toutes celles qui ont oublié de prendre le train et qui sont à la peine puisque tout s'est accéléré avec cette crise. De nombreux chefs d'entreprise sont également venus alerter sur la problématique des pénuries de matériaux, une situation toujours très difficile aujourd'hui pour de nombreux secteurs d'activité, peut-être même un peu plus pour celui du bâtiment. Il avait précisé en début d'intervention que la Vendée est un département où on avait bien résisté, où on avait une âme de résistant. Effectivement, on est résistant. Dans le bâtiment, on a bien tenu pendant 2 ans et on continue. Mais on arrive sur une brèche et on commence à être fatigué et à être lassé. Donc, c'était juste une alerte et pour qu'ils l'entendent. Un ministre de l'économie également qui a de très nombreuses reprises durant cet échange avec les chefs d'entreprise a évoqué la prochaine élection présidentielle. Difficile donc de ne pas imaginer un ministre en campagne pour Emmanuel Macron qui, rappelons, n'est toujours pas officiellement candidat. L'actualité, c'est aussi cette deuxième manifestation des travailleurs sociaux ce mardi. Après le 7 décembre, les professionnels du secteur du médico-social sont de nouveau descendus dans la rue à l'initiative du syndicat Sud Santé Sociaux et du collectif Travail Social en Survie. Ils étaient environ 200 rassemblés place Napoléon. Et au cœur des revendications, le versement de la prime Ségur de 183 € par mois. En somme, valoriser les salaires pour de meilleures conditions de travail, car aujourd'hui, les professionnels se disent à bout de souffle. On en arrive, même dans notre secteur, à ne plus trouver personne pour faire le travail sur le terrain. Nos employeurs ont de plus en plus de mal à recruter. Et du coup, les gens qui sont sur le terrain sont de moins en moins nombreux et la charge de travail est de plus en plus importante. Si nos conditions de travail se dégradent, on ne peut pas accompagner les différents publics de manière correcte, éthique. Et c'est eux qui se retrouvent en première lignée finalement. On voit dans les différents métiers beaucoup de burn-out, beaucoup d'arrêts de travail, des travailleurs sociaux qui s'en vont parce qu'ils n'en peuvent plus de ces conditions-là. C'est un secteur qui se dit lui aussi épuisé. Vendredi, 1 millier de classes étaient fermées dans l'Académie de Nantes. Ça représente près de 6% de la totalité des classes. Un protocole qui vient s'ajouter à des absences d'enseignants. À Palluau, au collège Saint-Paul par exemple, entre arrêt maladie, isolement et pénurie de remplaçants, organiser l'emploi du temps est devenu un vrai casse-tête. Reportage. Pas facile de s'organiser dans ce collège comme dans beaucoup d'autres. Ces élèves sont dans la salle de restauration collective, mais l'heure du repas est encore loin. Le but, rester au chaud en attendant le prochain cours.
On trouve toutes les stratégies pour pouvoir accueillir les élèves coûte que coûte. Et donc là, ils sont au self en attendant la prochaine heure de cours. Ils font quoi? Ils font des jeux? Donc là, ils s'occupent avec des jeux de société sous la responsabilité d'un éducateur. Et donc, ils iront en cours après, donc en 3e heure de la matinée. Aujourd'hui, 7 professeurs sont absents, alors il faut se creuser la tête et trouver des solutions, le tout sans remplaçant. Ce professeur d'histoire géo prend au pied levé cette autre classe, une situation qui n'est pas bonne pour l'apprentissage. Aujourd'hui, il doit y avoir une douzaine d'absents, c'est à peu près ça. Donc hier, c'était à peu près pareil. Et la difficulté, c'est que c'est jamais les mêmes élèves. C'est-à-dire que depuis 3 semaines, certains ont été malades pendant une dizaine de jours, sont revenus. Et puis les autres tombent malades à leur tour. Et puis donc c'est très difficile de faire un suivi pédagogique actuellement. Enfin, on s'adapte. Même constat à la vie scolaire, ici le téléphone ne cesse de sonner et la journée entière tourne autour du virus. Pas le temps de s'occuper des affaires courantes. Il faut gérer tous les positifs et puis surtout tous les cas contacts. Faire les courriers de l'ARS, faire les bons pour les autotests. On fait ça toute la journée maintenant. Du matin au soir, je ne fais plus rien d'autre. Donc les absences des élèves et puis les absences des professeurs aussi qui sont pas mal contaminés. Je suis là le matin à 7h30 et je suis là jusqu'à 18h30 tous les jours. Voilà. Et je gère que ça, je ne fais plus rien d'autre. Le planning change sans arrêt. Un véritable casse-tête pour les équipes qui attendent les vacances avec impatience. Ah oui, il faut que ça s'arrête, oui. Heureusement qu'il ne reste plus qu'une semaine là, avant les vacances. Et puis j'espère que tout le monde va pouvoir se reposer et qu'à la reprise, tout ira mieux. Depuis début janvier, dans cet établissement qui compte 430 élèves, 140 ont été absents à cause du Covid. En bref, lundi se tenait l'ouverture d'un centre de dépistage salivaire dédié aux enfants de moins de 12 ans au Sables-d'Olonne. Il devrait leur permettre de ne pas avoir à faire de tests nasopharyngés, jugés parfois désagréables pour les plus jeunes. Pour s'y rendre, il suffit de prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib. Les résultats sont disponibles 15 heures après le prélèvement. 19 468, c'est le nombre de faits de délinquance recensés en Vendée en 2021, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente et qui a retrouvé le même niveau qu'avant la crise sanitaire, selon le bilan dévoilé cette semaine par la préfecture. Alors, de quel fait de délinquance parle-t-on exactement? Pour y répondre, on retrouve Pierre Dalicieux aux côtés du préfet de la Vendée. Je voulais revenir sur 2 points marquants qu'on a pu connaître cette année 2021, notamment les violences intrafamiliales, avec une hausse importante, plus 24%. C'est assez considérable. Alors c'est lié au fait qu'il y a la libération de la parole, clairement. Il y a de plus en plus de victimes qui n'hésitent pas à porter plainte. Et puis c'est aussi, il faut le dire, le résultat de l'action des différents services. Donc les policiers et gendarmes sont mieux formés pour pouvoir recueillir les plaintes, pour pouvoir aider les victimes de violences. Il y a aussi un dispositif de prise en charge qui est mis en place avec les associations. J'avais l'occasion de saluer ce dispositif avec l'association Femmes ici dans le département. Donc tout est fait pour pouvoir faciliter la prise de plainte et de rechercher la condamnation, parce que c'est ça la réponse judiciaire. Autre fait marquant, les infractions économiques et financières en forte hausse aussi, plus 21%, dont plus de la moitié sont des infractions qui sont commises en ligne. Donc là, on voit des habitudes qui changent et qui évoluent. Et en face, des cambriolages en forte baisse, en baisse en tout cas de moins 12%. 2 phénomènes qui ont un lien ou pas? Est-ce qu'on peut y voir quelque chose? Alors, d'abord, les cambriolages sont en baisse parce que, on peut dire aussi que les personnes sont plus peut-être à leur domicile. C'est l'effet du télétravail, c'est aussi l'effet des périodes de confinement, même si ça a été moins marqué en 2021 par rapport à 2020. Mais c'est aussi le résultat de l'action des services, et notamment en zone police, le directeur a expliqué que les dispositifs qui sont déployés, les conventions passées avec les commerçants, avec le monde agricole, permettent des signalements beaucoup plus rapides et permettent d'interpeller les cambrioleurs. Donc c'est important. Mais alors c'est aussi le base des cambrioleurs. Les gens sont peut-être plus chez eux et ils utilisent plus Internet, notamment pour faire passer leurs commandes. Vous savez que les commerces ont implosé sur Internet et donc ils sont plus vulnérables. Merci Monsieur le Préfet. On le voit, donc une délinquance qui change. Ce qui ne change pas en revanche, c'est que pour 100 000 habitants, l'atteinte aux biens, l'intégrité physique ou les escroqueries en tout genre en Vendée sont toujours moins importantes que pour le reste de la France.
La première distribution était le 14 janvier 2021 et depuis, l'épicerie solidaire du campus de La Roche-sur-Yon ne cesse de se développer. Mayonnaise Épicerie a récemment fêté son premier anniversaire. Créée par des élèves du campus pour faire face à la précarité étudiante, elle distribue gratuitement des produits du quotidien grâce à des collaborations avec notamment la Banque alimentaire ou encore les Restos du Cœur. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires a quasiment triplé. Un reportage signé Albin Mouton. C'est une file d'attente qui s'allonge de plus en plus, semaine après semaine. À chaque ouverture de l'épicerie solidaire du campus, les étudiants sont au rendez-vous. Ah, bonjour, pareil pour les petits échantillons si ça t'intéresse. Depuis la rentrée de septembre, on est toujours à 250, oui. Enfin 230, 250, mais bon, voilà, ça reste des chiffres très très élevés quand même pour un campus de 1800 étudiants. Ça fait plaisir de voir qu'on peut aider. Et on voit qu'il y avait vraiment un besoin, donc ça on est content, mais malheureusement ça veut dire que les gens ont besoin de cette aide et ça nous rend un peu triste quand même d'un côté. Créées il y a un peu plus d'un an, ces distributions sont devenues régulières sur le campus, au rythme d'une toutes les 2 semaines. L'épicerie elle a vraiment sa place aujourd'hui sur le campus de La Roche-sur-Yon et je pense que les étudiants ne pourraient pas faire sans. Vraiment c'est un lieu maintenant de vie où on accueille du monde et c'est même un peu le rendez-vous on va dire toutes les 2 semaines. Les gens ils sont contents de nous retrouver, on est content de les retrouver et comme ça dédramatise un petit peu on va dire le fait que la précarité étudiante elle soit là et je pense que c'est ça qui fait du bien aussi. Pour les bénéficiaires, des produits frais sont proposés gratuitement, des légumes et de la viande par exemple. Une alternative aux grandes surfaces, trop chères pour un budget étudiant. Les produits frais, les légumes, tout ça, le prix monte vite à la caisse et en étant étudiant, c'est toujours agréable d'avoir des choses comme ça de proposer. Je suis boursier, je suis indépendant, mes parents m'aident plus. Du coup, ouais, c'est une grande nécessité et c'est un besoin et c'est chouette d'avoir des produits frais aussi parce qu'on mange beaucoup de produits pas frais et d'avoir des légumes et tout ça, c'est un grand intérêt. Ouais. Et des produits du quotidien et des produits d'hygiène sont également distribués. Pour les filles surtout, ça reste des dépenses par mois et on n'a pas toujours les moyens de tout s'acheter et là c'est intéressant que ce soit proposé aussi. Les produits d'hygiène, on travaille avec Féminité sans abri en majorité qui nous fournit et aussi on a des dons ponctuels d'entreprises. Ça peut être ça aussi comme Plombéo par exemple qui nous a fait un don aujourd'hui de 1 000 € de produits d'hygiène donc c'est super cool et en général ce qu'ils recherchent, c'est surtout les femmes qui recherchent tout ce qui est produits menstruels, ça c'est vraiment une grosse demande parce que c'est ce qui coûte aussi très cher et qu'on a besoin forcément. Un local plus grand est par ailleurs recherché avec l'objectif d'ouvrir l'épicerie plusieurs jours par semaine et sur des plages horaires plus importantes. Prochaine distribution alimentaire prévue après les vacances scolaires, le 3 mars. Plus qu'une centaine de jours avant le départ de la Vendée Arctic Les Sables d'Olonne, la ville se prépare à accueillir la 2e édition de cette course créée en 2020 pour pallier l'annulation de la plupart des grandes courses au large du fait de la crise sanitaire. En 2022, les skippers sont donc de nouveau attendus pour s'élancer dans cette compétition qualificative pour le Vendée Globe. Nous avons déjà 25 concurrents qui se sont d'ores et déjà annoncés, dont une grande partie, 19 déjà, ont fait le Vendée Globe 2020-21 et qui veulent justement s'inscrire. Je rappelle aussi que c'est la première course qualificative du Vendée Globe 2024, donc on voit que tout est en train de bien se préparer et que la Vendée est bien ce département qui prend soin, j'allais dire, des skippers qui veulent faire ces courses au large. Un village avec les IMOCA prêts à partir est également prévu à partir du 4 juin. Notez que la Vendée Arctic sera aussi l'occasion de célébrer les skippers du dernier Vendée Globe, dont la fête avait là aussi été reportée. Une parade est prévue début juin. Finissons cet hebdo du côté de Pékin. Vendredi s'est tenue la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, une 24e édition à laquelle une Vendéenne d'adoption participe. Chloé Trespeuch est plutôt connue ici pour sa pratique de la glisse sur l'océan, mais elle fait surtout partie du club de sport Val Thorens. Sa discipline, c'est le snowboard, et la sportive a été sélectionnée en équipe de France pour ses 3e Jeux Olympiques. Le passage de Chloé Trespeuch en snowboard cross est prévu le 9 février. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité de cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi dès 7h avec Caroline Tronche. Bonne fin de semaine à tous.